D'un côté, on a une influence planétaire incontestable, une projection de force qui, honnêtement, impressionne. Mais de l'autre, on découvre des failles internes redoutables et des vulnérabilités économiques qui posent vraiment question. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle explication. Aujourd'hui, on plonge directement dans une déconstruction géopolitique fascinante, celle de l'Union européenne et de la France. Notre objectif ici, c'est de regarder sous le capot. On va examiner comment ces deux immenses entités arrivent à projeter une aura mondiale massive, tout en luttant constamment en coulisses avec leurs propres démons. C'est un véritable paradoxe. L'apparence d'une domination absolue cache en fait des caractéristiques beaucoup plus nuancées, celles de ce que les experts appellent des puissances moyennes. Alors comment ça fonctionne exactement? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Pour y voir clair, notre analyse va s'articuler autour de 4 axes. D'abord, l'Union européenne, avec ses forces et ses contradictions. Ensuite, on se penchera sur les inégalités du territoire européen. En troisième point, on fera un focus sur la puissance mondiale française. Et enfin, on regardera les limites réelles de ces puissances. On commence donc tout de suite avec notre première partie, l'Union européenne, entre forces brutes et contradictions internes. Pour bien saisir le poids de l'Union européenne sur la scène internationale, il faut repartir de ses fondations. Depuis le départ du Royaume-Uni en juillet 2016, vous savez, ce fameux séisme politique qu'a été le Brexit, l'Union s'est stabilisée autour de 27 États membres. Et son niveau d'intégration politique est tout simplement fascinant. Prenez l'espace Schengen par exemple. C'est pas juste un accord sur le papier, c'est la possibilité pour des millions de personnes de traverser des dizaines de frontières sans le moindre contrôle. Mais cette intégration politique, elle est intimement liée à une coopération économique colossale. Pensez à l'industrie aéronautique avec Airbus, c'est un exploit industriel majeur qu'aucun pays européen n'aurait pu réaliser seul dans son coin. Ajoutez à cela des politiques communes très fortes, comme la politique agricole commune, la fameuse PAC, qui fixe des quotas stricts pour éviter l'effondrement des prix et protéger les agriculteurs à l'échelle du continent. Et bien sûr, impossible de ne pas mentionner le programme Erasmus, qui offre une équivalence des diplômes et connecte la jeunesse européenne comme jamais auparavant. Et pourtant, l'unanimité est loin, très loin d'être acquise. Dès qu'on gratte un peu, on voit que les intérêts nationaux entrent très souvent en collision avec ces systèmes unifiés. Prenez la monnaie unique, l'euro. Elle a été purement et simplement rejetée dans des pays majeurs comme le Danemark, la Suède ou la Pologne. Pourquoi? Eh bien, les sources montrent que ces nations ont une peur bleue d'être enchaînées à un système monétaire qu'elles jugent excessivement rigide. Elles redoutent de perdre leur souveraineté et d'être paralysées en cas de crise économique grave. Le traumatisme du choc dévastateur de 2008 est encore très présent dans les esprits. Même Schengen, ce grand symbole d'ouverture, est source de division. On y trouve paradoxalement des États non membres de l'UE, alors que certains membres historiques ont toujours refusé d'y participer. Ce sont des fractures internes très concrètes. Ce qui nous amène logiquement à notre deuxième point, les profondes inégalités du territoire européen lui-même. Sur le plan purement géographique, il ne faut pas se leurrer, le pouvoir économique de l'Union européenne n'est pas du tout réparti de façon uniforme. Le cœur battant, le véritable moteur de l'Europe, c'est ce qu'on appelle la mégalopole européenne. Imaginez un espace gigantesque, urbanisé et industrialisé de manière quasi continue, qui s'étire physiquement de Londres tout au nord jusqu'à Milan au sud. Au passage, ça englobe des centres névralgiques comme Bruxelles ou Francfort, c'est là que se concentre la richesse et que siègent les grandes institutions décisionnelles. Mais le fait le plus surprenant de cette carte économique, c'est que Paris, malgré son influence et son poids gigantesque, est totalement exclu de cette diagonale hyperpuissante. Cette immense concentration de richesse au centre crée une fracture territoriale très nette. D'un côté, les statistiques nous montrent un nord et un ouest ultra dynamiques. Ce sont des espaces grands ouverts sur la mondialisation, bourrés d'industries de pointe, avec un produit intérieur brut extrêmement élevé. Mais de l'autre côté, l'Est et le Sud de l'Europe brossent un tableau radicalement différent. Des régions entières, comme le sud de l'Espagne, du Portugal, de l'Italie ou encore de la Grèce, restent profondément rurales. Elles sont beaucoup plus dépendantes de l'agriculture, nettement moins industrialisées, et mécaniquement, elles affichent un PIB beaucoup plus faible. C'est vraiment l'Europe à 2 vitesses. Face à un tel grand écart, le risque de voir ces disparités économiques déchirer complètement le bloc européen est énorme. C'est littéralement une question de survie pour l'Union. Pour empêcher cette rupture, des mécanismes financiers massifs sont absolument vitaux. C'est précisément là qu'intervient le FEDER, le Fonds européen de développement régional. Ce fonds n'est pas là pour faire joli, il déploie des milliards d'euros pour construire physiquement des routes, des ponts et des infrastructures technologiques afin de reconnecter ces régions isolées. C'est l'outil de solidarité par excellence, conçu pour combler ce fossé entre un nord riche et un sud plus en difficulté, et ainsi maintenir la cohésion de tout ce grand territoire. Faisons maintenant un zoom sur un membre très spécifique. Troisième partie, la puissance mondiale française. Prenez une seconde pour réaliser ce chiffre, 10 millions. 10 millions de kilomètres carrés. C'est la surface de la zone économique exclusive de la France.
C'est une réalité géopolitique stupéfiante. Bien que la métropole française soit de taille assez modeste sur le continent européen, ces territoires ultramarins, qui sont disséminés sur absolument tous les océans du globe, lui offrent la deuxième plus grande zone économique exclusive au monde, juste derrière les États-Unis. C'est un levier de puissance navale et de contrôle des ressources maritimes absolument colossal. Mais alors, comment la France projette-t-elle cette influence brute à l'échelle de la planète ? Au-delà de sa géographie, elle s'appuie sur une tradition militaire de premier plan, incarnée par des institutions comme l'école de Saint-Cyr ou la Légion étrangère. Concrètement, cela se traduit par un réseau actif de bases militaires navales et terrestres sur tous les continents. Ajouté à cette force de projection, le statut de quatrième puissance nucléaire mondiale et bien sûr ce siège hyper convoité de membres permanents au Conseil de sécurité de l'ONU. Et comme si ça ne suffisait pas, la France héberge aussi le siège mondial d'Interpol à Lyon. Niveau influence stratégique et diplomatique, c'est incontournable. Mais attention, la puissance d'une nation au XXIe siècle, ça ne s'arrête pas aux armes et à la diplomatie. La francophonie est une véritable arme de séduction massive. C'est ce qu'on appelle le soft power. Structurée autour de la pratique quotidienne de la langue, cette communauté mondiale s'appuie sur des réseaux historiques profondément enracinés. Prenez l'Alliance française. Elle a été créée en 1883. Ce maillage mondial tisse une toile linguistique et culturelle qui attire des millions de personnes chaque année et génère, entre autres, un tourisme étranger massif. Et ce soft power se décline sous une forme très spécifique, l'art de vivre à la française. C'est bien plus qu'un simple cliché, c'est une machine économique redoutable qui monétise un patrimoine historique de classe mondiale. Que ce soit l'excellence du cinéma avec la Fémis, l'hégémonie de la mode écrasée par le titan LVMH, ou même la gastronomie moderne dont les règles ont été codifiées par le chef Escoffier, la culture française s'exporte littéralement à prix d'or. L'exemple le plus bluffant de cette monétisation institutionnelle, c'est sans doute l'accord historique du musée du Louvre. La France a loué le simple droit d'utiliser ce nom, Louvre, à Abu Dhabi pour la somme étourdissante de 400 millions d'euros, et ce pour une durée de 30 ans, une véritable démonstration de force culturelle. Sur l'échiquier purement économique, la France sécurise sa place de 6e puissance mondiale grâce à une armada de géants corporatifs. Ces firmes transnationales dominent une multitude de secteurs clés à travers le monde. Il suffit de lister ces titans pour comprendre cette force de frappe. L'énergie avec Total, la grande distribution portée par des groupes comme Carrefour ou Auchan, l'assurance couverte par AXA, la puissance financière de banques comme la BNP Paribas ou la Société Générale, ou encore l'industrie des transports avec Michelin. Toute cette dynamique est alimentée par une position géographique extrêmement stratégique. La façade maritime française sur la Manche, c'est l'une des routes commerciales les plus denses et les plus fréquentées de la planète. Couplée à la réputation d'excellence d'écoles d'ingénieurs comme Polytechnique, cette position de carrefour logistique européen permet à la France d'attirer un afflux massif de capitaux. Le résultat, il est là, un chiffre impressionnant de 13 milliards d'euros d'investissements étrangers directs captés uniquement pour l'année 2023. Tout ça semble incroyable sur le papier, mais, et c'est notre quatrième et dernière partie, quelles sont les limites de ces puissances ? Car oui, malgré tous ces accomplissements colossaux qu'on vient de voir, l'examen des failles internes nous ramène à la réalité et explique pourquoi on parle au final de puissance moyenne. En France, un des indicateurs les plus critiques, c'est le chômage structurel. Il stagne obstinément autour des 9%. Attention, on ne parle pas ici d'un chômage conjoncturel, qui disparaît tout seul après une petite crise. Le chômage structurel, c'est lié à la structure même de l'économie. Ça met en lumière un problème grave. On se retrouve avec des individus hautement diplômés, incapables de trouver des postes spécialisés, pendant que, de l'autre côté, des industries entières sont paralysées parce qu'elles manquent cruellement de main-d'œuvre qualifiée sur des métiers techniques. C'est une véritable friction interne. Et le paradoxe s'épaissit encore lorsqu'on observe les autres faiblesses persistantes. Il y a d'abord une vulnérabilité géostratégique de taille, un budget de recherche et développement globalement insuffisant. Ça condamne le pays à une forte dépendance technologique envers les géants américains et chinois. Ajoutez à cela une dépendance énergétique énorme aux hydrocarbures importés. Sur le plan national, le pays est régulièrement secoué par de fortes crises sociales. On se souvient tous du mouvement des Gilets jaunes en 2018. Et économiquement, les grands ports français perdent peu à peu leur compétitivité face aux mastodontes de l'Europe du Nord, souvent en raison de conflits sociaux récurrents. Enfin, à l'international, son influence historique en Afrique est aujourd'hui frontalement concurrencée par les ambitions croissantes de la Russie et de la Chine. Et si on dézoome pour regarder l'Union européenne dans son ensemble, eh bien, la fragilité est exactement du même ordre. C'est vraiment la question centrale de cette analyse. Comment l'Europe peut-elle exercer une véritable autorité morale mondiale avec ses 500 millions de citoyens à fort pouvoir d'achat, alors qu'elle manque cruellement d'une armée unifiée pour protéger ses intérêts vitaux ?
Économiquement, l'Europe peine de plus en plus à tenir la cadence face aux deux autres pôles mondiaux que sont l'Amérique du Nord et l'Asie de l'Est. Le vieux rêve des États-Unis d'Europe s'effrite face aux profondes divisions politiques sur des sujets critiques comme la défense, l'écologie ou la gestion des migrations. Et tout ça est évidemment aggravé par une dépendance énergétique paralysante vis-à-vis du gaz russe et du pétrole saoudien, même si la donne essaye de changer. La conséquence politique directe de cette stagnation et de ces lourdes divisions internes, elle est très visible aujourd'hui. On assiste à une tentation de plus en plus forte du repli sur soi. L'euroscepticisme monte en flèche dans de nombreux pays, ce qui alimente l'élection de gouvernements dits populistes et souverainistes. Comme le soulignent les sources concernant des pays comme la Pologne ou la Hongrie ces dernières années, ces mouvements font le choix très clair et délibéré de défendre strictement les intérêts nationaux, et ce, souvent au détriment direct de la grande coopération collective internationale qui a fondé l'Europe. Face à un ordre mondial qui est en pleine mutation, l'influence de la France et la stabilité de l'Union européenne se retrouvent donc à la croisée des chemins. L'équilibre hyper précaire entre ce rayonnement mondial exceptionnel et ces vulnérabilités critiques définira tout simplement leur avenir. Alors, la grande question qui se pose, pour conclure, alors que les divisions internes s'accentuent et que la dépendance envers l'énergie et les technologies étrangères s'approfondissent, comment ces ambitieuses puissances moyennes vont-elles réussir à sécuriser leur influence dans un monde de plus en plus polarisé ? Voilà de quoi clore cette explication sur le paradoxe de la puissance européenne et française. Il est plus que jamais temps de réfléchir à la trajectoire de ces nations face aux immenses défis qui se profilent. Merci d'avoir suivi cette analyse et à très bientôt.